Bien, cher public, bonjour et bienvenue dans cette session. J'ai le grand plaisir d'introduire et d'animer cette séance avec Jean-François Fiorina. Bonjour. Qui est ici donc à double titre, à la fois en sa casquette de directeur adjoint de GEM, Grenoble École de Management, mais aussi, il faut le rappeler, de fondateur du Festival de géopolitique de Grenoble. Donc on le remercie doublement. Je peux peut-être introduire en quelques mots votre parcours, parce que je pense que ça nous aidera à situer un petit peu la discussion qui va avoir lieu ici. Vous avez tout d'abord, je pense, il faut le dire, une expérience internationale par votre cursus, votre formation, passage aux États-Unis, expérience dans le secteur de la finance, du commerce international, et depuis maintenant une vingtaine d'années, une expérience de gestion des écoles de commerce. Et ici, à GEM, vous êtes donc directeur des programmes. Directeur des programmes, donc cela implique notamment une réflexion sur la stratégie internationale de développement des écoles de commerce, ici donc de Grenoble École de Management. Alors peut-être également pour nourrir le débat et le prolonger par avance, si par hasard on était un peu pris de court, sachez que Jean-François Fiorina anime un certain nombre de supports en ligne. Vous le retrouvez donc de manière très active sur les réseaux sociaux, si vous cherchez à prolonger la discussion. Et vous pourrez également consulter deux blogs qu'il anime. Le premier, un blog hebdomadaire qui a trait finalement à l'actualité, la vie des écoles de commerce vue de l'intérieur, donc des réflexions sur la gestion au quotidien de ce domaine d'enseignement supérieur. Et d'autre part, encore plus ciblé géopolitique, des notes clés de géopolitique, des billets en 4 pages très synthétiques, très efficaces, qui présentent à la fois des personnalités par forme d'interviews, mais également des études de cas, des cas concrets, clés, qui peuvent éventuellement nourrir et enrichir votre réflexion personnelle. Donc voilà pour le cadrage. Après, pour ce qui est du contenu d'aujourd'hui, la question, elle me semble particulièrement riche et concernait notamment un public étudiant assez nombreux aujourd'hui. C'est cette question, finalement, de la construction de l'Europe par l'enseignement supérieur. Alors c'est une question ou une conviction, on va le savoir en vous écoutant. Donc on va essayer de s'organiser en une quarantaine de minutes, ce qui nous laissera, je l'espère, suffisamment de temps pour prendre vos questions. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Alors c'est vrai que si je déborde, donc n'hésitez pas à me faire signe sans aucun problème. Alors par rapport au sujet, interrogation, conviction, peut-être un petit peu des deux. Vous avez ici un des diplômes de l'école, qui est le diplôme du programme Grande École. Et quand vous regardez donc, tout en bas, vous le voyez, nous devons mettre cette mention espace d'éducation européen. C'est un élément important. Nous sommes donc dans cet espace. Et on va voir que le sujet que je vais tenter de traiter est un sujet extrêmement vaste, avec énormément de dimensions, très académiques, pédagogiques, intellectuelles, politiques, sociales et autres. Et donc j'ai choisi volontairement de le traiter d'un aspect très pratique par mon prisme de directeur d'école et de dire d'une business school comment un petit peu ça se passe. Alors, en termes de déroulement, je vais parler du processus de Bologne, dont nous fêtons les 20 ans cette année, d'un programme dont le nom est devenu un nom commun, Erasmus, tout le monde sait, en disant que je suis en Erasmus, ça signifie automatiquement que je suis en échange académique à l'étranger. On verra également qu'il y a d'autres actions. On parlera donc des limites, et puis je vous dirai un petit peu quel avenir de cet espace d'enseignement supérieur européen, avec bien évidemment un impact avec le Brexit. Alors concernant cet espace d'enseignement supérieur européen, il est très très vieux, il y a même des échanges d'étudiants, de mobilité étudiante. Les premiers textes montrent que la première charte a été signée en 1155. Si on accélère un petit peu le temps de l'histoire, 1999, les pays de l'Union européenne décident d'aller un peu plus loin dans cette collaboration, cette coopération d'enseignement supérieur par ce processus de Bologne, qui en plus, Bologne étant symbolique, puisque en 1999, il y avait les 1000 ans de l'université donc de Bologne. Alors, ce processus de Bologne, il est simple, c'est la mise en place d'un espace d'enseignement supérieur en Europe.
Ça concerne 48 pays. Alors, il n'y a pas une faute sur mon slide. C'est les 28 pays plus d'autres pays. Et on voit déjà un petit peu cette dimension de soft power, de relations, de coopération, d'alignement. 5600 institutions sont concernées par ce processus de Bologne, dont j'aime, bien évidemment. Et ça impacte chaque année aux alentours d'un petit peu plus de 3 millions d'étudiants. Sûrement vous, dans vos études, puisque immanquablement, on va dire, quelle que soit la voie que vous choisirez, université, grande école ou d'autres types de formations, France ou étranger, bien évidemment, vous souhaiterez partir à l'étranger. Alors que dit ce processus de Bologne? C'est simple, il organise déjà les études post-bac en 3 cycles. Ce fameux LMD dont on a entendu parler, L pour licence, premier cycle. Deuxième cycle de master, et puis un troisième cycle avec le doctorat. Une fois que ces études ou ces systèmes sont organisés en 3 cycles, pour permettre une certaine mobilité, ce processus a également créé des outils de reconnaissance académique et professionnelle. Parmi ces outils, le premier, là aussi quasiment devenu un nom commun, les ECTS, qui sont un système de transfert de crédit européen. C'est simple, un crédit correspond à 25 à 30 heures de travail. Alors 25 à 30 heures de travail, y compris le face-à-face pédagogique, mais tout ce qu'il y a avant la salle de classe, après la salle de classe. Et donc un semestre, c'est 30 crédits, donc une année, 60 crédits, soit 1500 à 1800 heures de travail. Et là, encore une fois, dans cette harmonisation, une licence, c'est 180 crédits, un master, c'est 300 crédits ECTS. Trop souvent, on a coutume de résumer ce LMD en nombre d'années. Ce n'est pas tout à fait le cas. Là, encore une fois, pour avoir sa licence, il faut avoir complété ces 180 crédits et on peut le faire dans un certain nombre d'années. Deuxième élément important, c'est de mettre ces crédits ECTS dans les bulletins. J'ai ici donc pris un bulletin d'un de mes élèves. Volontairement, bien évidemment, je ne donnerai pas son nom. Il obtient donc de bonnes notes. Et donc, dans ce processus de Bologne, ce qu'on nous demande, c'est tout simplement d'indiquer pour chaque note les crédits équivalents. Et puis également, comme chaque pays a son propre système de notation, pour nous c'est sur 20, dans d'autres c'est des lettres, dans d'autres c'est sur 5 et autres, pour que une entreprise et un étudiant puissent s'y repérer, il y a des correspondances, il y a des tables de correspondance que nous devons donner. C'est ce que vous avez donc tout en bas de la slide. Si vous avez parfaitement vu cette slide, vous apercevez, c'est peut-être déjà un petit peu une limite pour nous, GEM, qui sommes une école très internationale au-delà de l'Europe. Comme nous avons des étudiants du monde entier, il faut également qu'on mette des systèmes d'équivalent avec d'autres systèmes qui sont ici, les systèmes américains. Et donc, c'est vrai que ça tourne à des bulletins qui deviennent un peu complexes à déchiffrer. Mais vous voyez, ECTS, permettre une harmonisation, une structuration selon des niveaux, le LMD. Un autre outil qui est le supplément au diplôme. Tout étudiant de l'enseignement supérieur en Europe reçoit 2 types de documents. Un parchemin qui est le diplôme, et c'est celui que vous avez vu dans la première slide, mais également un supplément au diplôme. Alors ici, vous en avez 2 sur les 4 pages, mais qui explique son parcours, les notes, qui donne également l'explication du système d'enseignement supérieur, c'est le graphique que vous avez donc sur la gauche, qui décrit les différentes actions ou autres actions académiques ou parapédagogiques qu'auraient pu faire les étudiants. Alors, quand je dis autres actions parapédagogiques, c'est les stages, des années césure, des mobilités, d'autres types de projets. Donc, vous voyez, vraiment l'idée est de favoriser la mobilité en permettant des éléments de comparaison. Et là, encore une fois, quand on dit éléments de comparaison, c'est de l'harmonisation et en aucun cas de l'uniformisation. Troisième dimension, plus au niveau des établissements, cette fois-ci, de ce processus de Bologne, c'est de renforcer la dimension qualité en travaillant de plus en plus sur une notion qui est la notion de compétence. Tous les systèmes d'éducation dans le monde traitent de cette problématique. De plus en plus, on passe d'une logique de connaissance, de « je sais », à une logique de compétence. Je sais faire, ou je suis capable, ou j'ai des habiletés donc, par rapport à ça. Et donc, le but est de définir les compétences qui permettent à tout étudiant de bien s'insérer sur le marché du travail.
parce que derrière la volonté politique partagée par un grand nombre de pays, quasiment même par tous, c'est de se dire plus le système d'enseignement supérieur est performant, plus l'emploi est durable, plus ça crée de l'innovation, plus ça crée de l'activité économique, et puis derrière une notion très idéaliste de citoyenneté active. Ce processus de Bologne a donné naissance ensuite à plein d'autres conférences, traités, processus. Vous en avez ici donc toute la liste. C'est vrai que ça s'est accéléré. Et au départ, Bologne, qui concernait l'enseignement supérieur, post-bac, en fonction donc des pays, s'est transformé en un accord de coopération, de discussion sur un grand nombre d'éléments, vous le voyez, de la mobilité, de la formation tout au long de la vie. Il y a toujours cette notion d'emploi durable et de se dire le monde dans lequel nous vivons évolue à une très très grande vitesse et on doit se reformer en permanence. Également une dimension reconnaissance des diplômes par les différents pays européens. Vous avez peut-être tous lu des articles ou vu des reportages sur ce nombre impressionnant d'étudiants français qui vont faire leurs études de médecine en Roumanie, des études de vétérinaire en Belgique ou en Espagne, parce que derrière, il y a cette notion de reconnaissance et de se dire le diplôme de médecin que j'ai obtenu en Roumanie me permet d'exercer en tant que médecin donc en France. Là également, ce sont des notions importantes. C'est un travail de fond qui se fait au niveau des différents pays européens. J'ai peut-être oublié de le préciser en préambule, mais c'est pour moi important. L'Europe est beaucoup décriée en ce moment, dans beaucoup de cas à raison, dans d'autres cas peut-être un peu moins. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que cet aspect enseignement supérieur est pour moi l'une des vraies réussites, parce que vous allez le voir, ça a permis donc pas mal d'actions et pas mal de points positifs pour l'ensemble des acteurs. Donc vous voyez un processus qui organise et coordonne. Un deuxième élément dans cet espace européen, c'est Erasmus+, en 2017, qui a fait suite à Erasmus et qui est en fait l'intégration de l'ensemble donc, des programmes européens. Cet Erasmus+, il a comme objectif, vous concernant, ou concernant, on va dire, l'enseignement français, européen, mais au niveau des étudiants, deux objectifs. Premier objectif, 40% des 34 ans doivent avoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Alors peut-être que ça vous surprend en disant, en France, quand on sort avec un master, on a généralement entre 23 et 25 ans. Pourquoi 30 à 34 ans ? Tout simplement parce qu'on en revient là aussi à cette notion de formation tout au long de la vie, de se dire, je ne pars pas forcément dans un trait pour faire des formations. Donc je peux commencer une formation, je peux aller ensuite travailler, je peux revenir. Je peux utiliser mes crédits ECTS pour d'autres types de formations. Donc là, encore une fois, il y a cette souplesse qui est laissée à tout le monde. Bon, on s'aperçoit dans les résultats, à un an donc, de l'échéance, que la plupart des pays ont atteint, voire même dépassé cette ambition, et c'est notamment le cas de la France. Deuxième ambition, avoir moins de 10% d'étudiants décrocheurs du système scolaire. On sait que ce sont des étudiants ou des élèves qui échappent à un grand nombre de statistiques, au marché de l'emploi et autres. Là aussi, donc, à un an de l'échéance, les résultats sont un peu moins positifs que le précédent, et notamment pour le cas de la France. Erasmus+, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de la mobilité individuelle, ça permet, dans le cadre de cette mobilité, de développer des coopérations institutionnelles, et puis ça permet, ça c'est un volet un petit peu méconnu, mais des réformes politiques. Là, encore une fois, je vous renvoie au chiffre de 48 pays dans le processus de Bologne. Là, encore une fois, avec l'idée que plus on pourra travailler sur la qualité d'un système d'enseignement supérieur, plus il sera performant, plus il pourra aider au développement économique du pays. Ça, c'est pour moi une conviction extrêmement forte. Un système d'enseignement supérieur de qualité qui correspond aux attentes, qui est capable de bien intégrer les étudiants, de bien les qualifier, permet un développement économique et d'éviter l'immigration et tous les problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. Je vais plutôt me focaliser sur cet aspect mobilité, parce que c'est quelque chose qui va, je vous l'ai dit, vous concerner. Vous le voyez, en termes d'enseignement supérieur et mobilité, les étudiants français sont les plus mobiles devant les Allemands et devant les Espagnols.
Par contre, si on prend à l'inverse, en disant quel est le pays qui attire le plus d'étudiants en Erasmus, on s'aperçoit que c'est l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre qui préfigurent déjà un petit peu une de ces limites de cet enseignement supérieur, où on verra qu'il y a un aspect intérêt personnel de la part des étudiants, puisque ça permet donc d'apprendre des langues. Si je descends un petit peu dans la comparaison d'un certain nombre de pays, les étudiants français vont en priorité en Angleterre. On verra si le Brexit va avoir une incidence ou pas. Ensuite, en Espagne ou en Allemagne. Pour l'Allemagne, vous le voyez, c'est un petit peu différent. Pour l'Espagne, c'est un petit peu différent. Et pour l'Italie également. Il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement auprès des étudiants qui sont en Erasmus pour leur dire qu'est-ce que ça vous a apporté. On interroge également les établissements d'enseignement supérieur, les entreprises, les chercheurs et autres. Et globalement, il y a cette liste impressionnante de points forts donc, comment, pour les étudiants de ces mobilités. L'aspect linguistique, et là encore une fois, quand on voit les pays de destination, c'est clairement dans cette optique. L'amélioration de l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à trouver le bon emploi, l'amélioration des aptitudes citoyennes, développer un petit peu un sentiment européen, l'accès à l'éducation pour tous, qui va peut-être vous surprendre, mais on s'aperçoit que la mobilité, c'est des bourses qui sont données par l'Union européenne pour aller étudier à l'étranger, des bourses qui sont conséquentes et qui peuvent permettre de couvrir des frais de trajet et des frais de séjour. Donc, parmi les étudiants français, il y a un grand nombre d'étudiants boursiers ou d'étudiants qui n'étaient pas partis à l'étranger, qui ont pu donc partir. Et puis après, des éléments très humanistes, plus d'ouverture d'esprit, plus intéressés par ce qui se passe dans le monde, et puis un sentiment plus européen. Et puis peut-être clin d'œil pour certains d'entre vous, si vous avez vu donc ce film, l'Union européenne s'est aperçue, a fait une étude très sérieuse et on s'est aperçu qu'avec Erasmus, il y avait eu la naissance d'un peu plus de 1 million donc, de bébés nés donc, d'échanges et de discussions qui visiblement se sont éternisés donc, certains soirs. Nous concernant, nous GEM, en termes d'Erasmus, nous avons 62 accords européens. En tout, j'ai 125 accords de coopération dans le monde. Sur 16 pays, 8 sont en double diplôme. Et puis en termes d'étudiants, j'ai en ce moment même, et peut-être que vous les avez croisés dans les couloirs en entendant différentes langues, 118 étudiants qui étudient dans un des programmes de GEM et 173 GEMiens qui sont en Erasmus dans ces différents pays. Je les ai interrogés, les deux populations, pour leur demander un petit peu donc, de témoigner. Voilà un petit peu leur retour d'expérience. Ça, c'est plutôt les étudiants étrangers qui sont ici. Ici, un étudiant donc allemand qui est dans le cadre d'un double diplôme, qui aura à la fois le diplôme de GEM et le diplôme de son université. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la dimension donc, de commerce international. Quand il a choisi l'école, la notoriété est un facteur important. La position de Grenoble en termes géographiques et des Alpes, parce que visiblement il doit adorer le ski, donc comment on lui plaît. Puis la pédagogie à base de petites classes. Et je les ai également interrogés en disant pour vous, qu'est-ce qu'Erasmus? Donc personne n'a jamais répondu en disant c'est quoi Erasmus, donc ce qui est déjà un point positif. Et de dire c'est à la fois cet aspect coopération et puis cet aspect financier. Autre cas de figure très, très intéressant, c'est un étudiant du Panama. Très déçu de la qualité de l'enseignement au Panama, donc il fait ses études en Espagne et qui là aussi a décidé donc de venir à GEM pendant quelques temps. Bon, ce qui l'intéresse, c'est l'apprentissage donc du français, la vie étudiante et la vie associative donc à GEM, et puis le fait aussi, et vous allez voir que c'est un élément intéressant, qu'avec Erasmus, vous recevez des bourses d'études et vous ne payez pas de frais supplémentaires. En d'autres termes, c'est l'établissement qui vous envoie et donc vous n'avez pas payé de frais supplémentaires. Vous payez vos frais dans l'université dans laquelle vous êtes inscrit et vous n'avez pas de frais supplémentaires. Autre cas de figure, cette fois-ci, d'une étudiante tchèque qui vient donc sur un double diplôme. Ce qui l'intéresse dans la formation à Grenoble, c'est l'aspect très pratique également. C'est tout l'accès aux entreprises, puisque nous organisons un grand nombre de forums carrières, donc ce qui lui a permis de rencontrer des entreprises françaises
dans un premier temps pour un stage et qui sait ensuite donc comment pour un emploi. Et puis Erasmus donc pour cette expérience unique. Du côté de mes étudiants qui sont en Erasmus, ici un étudiant donc, qui a fait une prépa, qui lui a décidé de partir en 2e année à l'étranger. Il veut se spécialiser en finance, qui a choisi la Norvège, alors à la fois pour la maîtrise de la langue anglaise et pour l'expérience donc sur place. Ce qu'il apprécie particulièrement, c'est la pédagogie anglo-saxonne. Très très peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail personnel, et de se dire c'est l'élève qui est au centre de la réussite. Et puis également, allez, on va dire la même réponse type, à la fois l'aspect financier et culturel. Autre étudiant, toujours dans un pays nordique, là également dans une logique de spécialisation en finance et d'expériences différentes. C'est vrai que pour certains étudiants français qui connaissent déjà un petit peu les 3 grands pays européens, avoir un autre type d'expérience, donc les intéresse. Donc vous voyez, l'avantage d'Erasmus, c'est ça, c'est de dire au cours de mes études, je vais pouvoir partir un semestre, une année, voire même en double diplôme à l'étranger pour découvrir d'autres cultures, pour me spécialiser, pour peut-être aller plus loin dans les enseignements. On a vu les avantages pour les étudiants, quels sont les avantages pour les pays. Une structuration de l'enseignement supérieur, qui est un élément important. Je vous l'ai dit, une harmonisation, et j'insiste bien là-dessus. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'uniformisation, parce que l'uniformisation, c'est un petit dénominateur commun, et c'est on va vers le bas de gamme, non, c'est de dire, ça permet à chacun de se repérer et de s'harmoniser, parce que les systèmes d'enseignement supérieur ou d'éducation ne sont pas les mêmes. Les petits focus sur 5 d'entre eux. Le système français, alors tout ce que vous avez en ocre, c'est avant le bac. Au-dessus, c'est post-bac. Violet sont plutôt les filières courtes et professionnelles. En bleu, plutôt les filières générales. Je ne vais pas les décrire, c'est juste, encore une fois, que vous ayez une idée de ces différents systèmes. Ici, le système allemand, on voit très développé en termes de professionnels avec l'apprentissage. Beaucoup moins sur l'Italie, avec plutôt un système très général qui fonctionne. La Finlande, là également, un mélange un petit peu des deux. Et puis la Pologne sur un système, allez, on va dire, un petit peu plus complexe. Donc vous voyez, conséquence vraiment pour ces pays, au-delà de la structuration, de l'harmonisation, Bologne et Erasmus ont permis de s'internationaliser. Puisque quand on envoie des étudiants, ça suppose de réfléchir à sa stratégie internationale, ça suppose de signer des accords de coopération. Et donc, j'ai toute une équipe ici qui gère l'ensemble des accords de coopération, parce qu'il faut les nourrir. On discute dans différentes langues, on discute avec des gens qui sont d'autres cultures, les cours ne sont pas les mêmes, les intitulés de cours ne sont pas les mêmes, et donc ça oblige à une vraie réflexion sur notre politique d'internationalisation, et au-delà, par de la coopération. Parce que très très souvent, on s'est aperçu que cette coopération, elle n'était pas uniquement dans de l'échange d'étudiants, on a également de l'échange de profs, on a également des programmes de recherche en commun. Vous avez ici un programme de recherche dans lequel nous avons participé. Alors, il est un peu compliqué, je vais vous le simplifier, c'est tout simplement les business models de la chaîne de valeur. Mais vous voyez, il y a une dizaine d'établissements européens. Nous avons eu un financement donc, par rapport à ça. Et sans Bologne, sans Erasmus, jamais nous aurions connu ou rentré en relation avec l'ensemble de ces partenaires. Je vous l'ai dit, une dimension également très, très soft power, avec un travail de réflexion autour des pays limitrophes, ici sur l'Afrique, pour les aider à améliorer leur système d'enseignement supérieur. Au-delà de Bologne et d'Erasmus, il y a d'autres actions en Europe qui ne sont pas forcément le fait de l'Union européenne. La première, néanmoins, qui a été favorisée avec le soutien de l'Union européenne, c'est d'avoir un classement européen des établissements. Je parlerai des classements tout à l'heure. Nous sommes, alors je ne veux pas dire dans une tyrannie des classements. GEM répond chaque année à une 50aine de classements français et internationaux. Plutôt quelques-uns sont français, bien évidemment, plutôt anglo-saxons. Et l'Europe s'est dit, nous devons avoir notre propre classement dans notre domaine des business schools, une accréditation européenne qui est en train de se diffuser, donc à l'international, encore une fois, avec une volonté de se dire,
oui, il y a des processus d'assurance qualité qui deviennent identiques. Je vous l'ai dit, pour moi, vraiment, une vraie réussite, parce qu'encore une fois, ça a permis cette mobilisation, ça a permis ces échanges. Bien évidemment, s'il n'y avait pas eu un aspect financier, jamais il y aurait eu donc toutes ces actions. Il faut favoriser la mobilité, donc comment? Par des bourses. Néanmoins, il y a pour moi quelques limites. Première limite, peut-être une vision différente entre une vision européenne d'un monde académique parfait, une sorte de bisounours, en disant dans le parcours de formation des étudiants, il est important qu'ils aillent étudier à l'étranger, alors que nous sommes, et peut-être plus spécifiquement au niveau des business schools, dans un marché mondial de l'éducation et dans lequel tous les pays essayent d'attirer donc du monde, et on s'aperçoit finalement que les logiques entre les trois acteurs, les étudiants, les États et les institutions sont un petit peu différentes. Les étudiants, on l'a vu, ils recherchent de l'employabilité, peut-être un petit peu de culture et de la citoyenneté ensuite. Et vous rappelez donc cette slide éloquente en disant la majorité des échanges se fait sur des pays dont la langue est l'élément important. Un peu moins d'attrait pour le système polonais, par exemple. Pour les institutions d'enseignement supérieur, à l'heure actuelle, la volonté de développer leurs expertises, c'est également d'attirer les meilleurs talents, c'est d'accroître leurs revenus, parce que derrière, l'éducation est un coût, on l'oublie très, très souvent, et il faut pouvoir financer son développement et valoriser sa marque. Donc on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, si je rajoute le troisième acteur, les États, eux, ce qu'ils veulent, c'est un impact économique, parce que les étudiants étrangers qui viennent étudier, ils consomment. Alors peut-être qu'ils consomment beaucoup de kebabs, mais il n'empêche que ils consomment des bars. Il y a de la location, il y a de l'activité économique donc qui est important. Il y a pour certains, et je pense à l'Allemagne, une obligation d'attirer une main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner la machine allemande. Et puis pour d'autres systèmes, système chinois, système américain par exemple, une notion de soft power et de se dire si derrière nous avons des étudiants qui ont été éduqués avec des diplômes donc d'un pays, automatiquement ils penseront à ce système derrière. Et quand je disais la Chine est vraiment championne du monde, donne des bourses dans le monde entier à un grand nombre d'étudiants, là encore une fois dans cette dimension de soft power. Et si je vais un petit peu plus loin, quand je regarde un petit peu les destinations par rapport aux 5 pays dont j'ai évoqué la structuration du système d'enseignement supérieur, vous avez ici IN, c'est-à-dire les 3 pays ou 3 nationalités majoritaires représentées, et les OUT, les 3 destinations. Vous apercevez que pour la France, la Chine n'est pas forcément donc dans Bologne, pour l'Allemagne, pour d'autres éléments. Et on s'aperçoit là également qu'il y a une sorte d'internationalisation à 2 vitesses. Une internationalisation vue par de la mobilité qui permet donc des échanges d'étudiants et qui est très bon d'un point de vue pédagogique. Et puis de l'autre côté, une logique d'attraction des meilleurs talents et de valorisation donc de l'expertise. Autre limite aussi, Michel Fouché en a parlé hier dans sa conférence inaugurale avec le classement de Shanghai. U-multirank, personne connaît. Le classement de Shanghai, tout le monde connaît. Et donc, le juge de paix est plutôt donc, de ce côté-là. Du côté des business schools, c'est le FT qui sert de table de loi donc, dans les classements. Et puis, si je vais un peu plus loin dans ces classements, au niveau du classement de Shanghai, vous avez ici le dernier classement. Peu d'universités européennes dans les 30 premiers. La répartition dans le top 100 des universités européennes est très très faible. En d'autres termes, cette internationalisation pour attirer les meilleurs talents, les meilleures marques, n'est pas encore le fait des systèmes européens. Et puis dans le classement des business schools, au niveau, par contre, donc du FT, une surreprésentation des business schools européennes, tout simplement parce que nous sommes dans ce marché concurrentiel où nous savons que les étudiants peuvent aller étudier plutôt à Montréal qu'à Grenoble, plutôt en Australie qu'en Europe et autres, et où nous avons été obligés d'être compétitifs dès le départ. Deuxième niveau de limite, c'est des limites dans la coopération. Oui, il y a un grand nombre d'accords, d'échanges de semestres à l'année, de certificats, de double diplôme. Et avec M. Desprats, quand on a préparé cette conférence, il me disait, oui,
on s'aperçoit finalement, quand on parle avec nos collègues, qu'ils soient grandes écoles ou universités, on s'aperçoit qu'en fait, le focus est plutôt sur une majorité, sur un petit nombre de partenaires plutôt qu'un grand nombre. Il y a peu réellement de diplômes communs, de diplômes conjoints. Il y a peu ou pas de formation réellement trans-européenne. Il y a peut-être le Collège d'Europe à Bruges, peut-être un petit peu le SCP. Alors je vais peut-être dire un gros mot, surtout en ce moment, en cette situation sociale un petit peu agitée, mais il n'y a pas de formation de l'élite européenne, il n'y a pas de formation qui aborde tous les aspects européens. Vous avez des formations qui vous spécialisent dans le droit européen, vous avez des formations qui vous spécialisent dans le domaine politique de l'Europe, dans le domaine de la politique industrielle, mais vous n'avez peu de formations généralistes qui permettrait, on va dire, à la limite, d'avoir cette vision globale de ce qu'est l'Europe et d'européaniser un petit peu, ou d'intégrer l'Europe dans la stratégie des entreprises. Et puis, même si je dirige une école, j'ai toujours une vocation très pédagogue, toujours, pour les étudiants, c'est important. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent en échange. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de certification commune. Il n'y a pas de travail d'exploitation qui soit fait. Et donc, finalement, on considère que c'est plus l'expérience, mais il n'y a pas de travail ou d'exploitation pédagogique qui en est fait. Autre limite, et là, elle touche plutôt les établissements financiers. À l'heure actuelle, le système français a plein de labels, de types de reconnaissance et autres. Voilà pour nous tous les logos qui devraient figurer sur notre diplôme. Bon. Ça devient un petit peu compliqué, ça fait un peu collection Bonux. Chacun veut faire son propre truc avec ses propres critères, sans compter les classements. Donc ça favorise en pleine guerre de mobilité, parce que, là encore une fois, nous avons des équipes qui doivent gérer tous ces audits en permanence. Chacun, bien évidemment, veut une lisibilité et donc son logo et donc ses exigences, mais finalement, on y perd en visibilité partout. Autre limite également, elle est très philosophique, cette fois-ci dans les périmètres de compétences. L'Europe a 3 types de compétences. Ils ont des compétences exclusives. En d'autres termes, c'est lorsque l'Europe peut légiférer. Ils ont des compétences partagées. C'est quand chacun peut légiférer avec un petit peu une aide de l'Europe. Et puis, des périmètres d'appui dans lesquels l'Europe ne peut qu'intervenir en coordonnant. Et pour moi, il y a une notion qui est importante, qui est de ne pas dissocier la recherche de l'enseignement supérieur, parce que ça assure un continuum. Et on s'aperçoit que si on compare l'enseignement supérieur et la recherche, les visions de l'Europe ne sont pas les mêmes dans l'enseignement supérieur. Et j'espère vous l'avoir bien démontré, on est dans de la coopération. Dans la recherche, on est plus dans de la législation et des programmes beaucoup plus importants. Les directions ne sont pas les mêmes. L'enseignement supérieur est rattaché à la direction de l'éducation. L'enseignement de la recherche à la direction de la compétitivité. Et donc là, encore une fois, ce n'est pas forcément évident, avec beaucoup de pays, d'essayer de tout coordonner. J'en arrive à ma conclusion. Je crois que je suis quasiment dans le timing, donc c'est nickel. Premier avenir, il est sur la recherche. L'enseignement supérieur ne doit pas être dissocié de la recherche. Il faut une recherche forte. Il faut créer des clusters et des conditions de collaboration entre la recherche et l'enseignement supérieur. Nous avons la chance en Rhône-Alpes d'avoir des clusters, que ce soit à Grenoble ou Lyon. Mais il est important de pouvoir proposer, ce que je dis souvent, une offre de A à Z, des labos de recherche, des doctorants, du financement, du management. Parce qu'encore une fois, la bataille de la connaissance dans le futur est une bataille globale, une bataille internationale dans laquelle il y a un grand nombre de clusters qui se mettent en place à Tsukuba au Japon, dans la Silicon Valley bien évidemment, sur la côte Est. Alors, je ne veux pas dire les Anglais parce que je ne sais pas de quel côté ils seront. La bataille, elle est là-dessus. La bataille, elle est sur des clusters qui permettront donc d'avoir cette coopération donc, sur tous ces éléments. Deuxième élément d'avenir, c'est... et c'est d'ailleurs une forte volonté d'Emmanuel Macron, la création de réseaux européens. Et donc, je suis abonné à différentes agences de presse d'éducation. En ce moment, puisqu'il y avait un appel à projet qui vient de se terminer, tous les jours, je ne sais combien d'universités s'allient sur un certain nombre de projets. Ici, j'en ai pris un sur créer une université sociale, une université européenne de sciences sociales. Vous le voyez avec un grand nombre d'établissements. Mon inquiétude par rapport à ça,
c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, il y a beaucoup, et qu'on va risquer de tomber dans des gouvernances qui sont extrêmement compliquées, gouvernances à côté desquelles Air France et KLM, c'est de la rigolade. Et puis, troisième conséquence, troisième élément, le Brexit. Je ne peux pas ne pas l'évoquer. Peut-être qu'avec le Brexit, les étudiants français auront besoin de visa pour aller étudier en Angleterre. Ou pour moi, j'aime qui suis une école internationale, puisque 40% de mes 8000 étudiants sont des étudiants étrangers en mobilité ou directement payants. Ces étudiants pouvaient aller jusqu'à présent faire des échanges en Angleterre. Ils auront peut-être besoin de visa. Ils ne pourront pas y aller. C'est pour les établissements anglais, peut-être la sortie des programmes européens. Donc on peut dire, bah, tant pis, ils ont voté, ils doivent assumer. Mais à l'inverse, c'est la fin des bourses Erasmus pour des étudiants français qui souhaiteraient aller étudier en Angleterre. Alors, même si avec le Brexit, la livre sterling va s'effondrer, il faudra quand même toujours payer. C'est également la fin de la reconnaissance des diplômes anglais et européens. Un diplôme en France ne vous permettra peut-être plus d'avoir un emploi en Angleterre. C'est l'accès au marché de l'emploi en Angleterre. Là également, il y a à la fois la qualification et les visas. Et puis, dernier élément plus général, c'est quelle stratégie des établissements d'enseignement supérieur anglais. Allez, d'un point de vue un peu provocateur, lorsque je me suis réveillé, que j'ai entendu à la radio, en entendant les voix consternées de l'ensemble des journalistes, que les Anglais avaient voté pour le Brexit, je me suis dit, youpi, enfin nous allons pouvoir avoir encore plus d'étudiants étrangers, parce que l'Angleterre est un pays qui attire énormément d'étudiants étrangers. Et malheureusement, eh ben, nous le savons, l'anglais est créatif. Et donc, ce que sont en train d'imaginer les universités anglaises et un grand nombre de business schools, c'est de venir s'implanter sur le sol européen. La ville de Cergy est en train de leur faire la danse du ventre. Je crois qu'il y a d'autres territoires en Europe. Et donc, nous risquons peut-être d'avoir très bientôt des universités anglaises installées sur le sol européen qui seront donc toujours européennes avec accès au programme, mais qui seront encore plus proches de notre concurrence. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-François Fiorina, pour cette conférence extrêmement efficace et dynamique. Je pense qu'elle va susciter un certain nombre d'interrogations. Pour ma part, effectivement, on en a un petit peu discuté. Et avant que les mains ne se lèvent dans la salle, je lancerai bien une première question, provocation, je ne sais pas. On a bien entendu deux mots-clés, harmonisation, mais pas uniformisation. Donc l'intérêt que vous avez souligné, c'est de garder un petit peu toute la biodiversité, la richesse même du milieu universitaire du supérieur à l'échelle européenne. Mais pour autant, il y a quand même de très très fortes différences entre les systèmes. Vous avez évoqué la Pologne, vous avez évoqué la Finlande, vous avez évoqué l'Allemagne. Ce sont des pays dans lesquels la proportion de classes d'âge accédant à l'enseignement supérieur est très différente et surtout il y a une sélection. Alors, est-ce qu'on peut réellement construire finalement cet espace européen de l'enseignement supérieur dans des conditions aussi hétérogènes, malgré toutes les avancées que vous avez soulignées? Alors, c'est effectivement une provocation. Plutôt qu'hétérogène, je vais préférer le mot diversité. Je suis moi très attaché à ce que chaque système soit spécifique, qu'on crée des passerelles de communication ou de relations, que ça favorise des accords de coopération, mais la force de l'enseignement supérieur doit s'adapter à son pays. Hein, là aussi, je le dis très très souvent, un enseignement supérieur doit s'insérer dans son territoire pour répondre aux problématiques locales, alors locales à la fois en termes d'emploi, d'entreprise, d'étudiants, de qualification et autres. Et il ne faut surtout pas donc arriver sur une sorte de dénominateur commun, là encore une fois, qui serait une synthèse d'un compromis, de négociation, de consensus et autres. Donc les deux sont possibles. Ça n'empêche pas une réflexion sur ces systèmes d'enseignement supérieur. Et là aussi, tous les jours, tous les pays annoncent des mesures, des plans pour avoir des systèmes d'enseignement supérieur compétitifs, parce qu'on sait que derrière, c'est la clé du succès pour préparer à ces fameuses compétences du XXIe siècle, à ces nouveaux métiers, au développement économique. Donc il y a à la fois un aspect européen qui s'insère dans de l'internationalisation. Il y a une dimension politique. Et peut-être pour faire le lien avec la France, oui, il y a des décisions importantes à prendre au niveau donc comment français, mais qui sont des décisions qui relèvent de l'intérêt stratégique français, de la réalité. Et ça,
on l'a bien vu là, par contre, c'est du ressort de l'État. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on arrête d'être dans le déni permanent et de se dire à quel est l'objectif, la mission de mon système d'enseignement supérieur, à quoi il sert, Mon inquiétude, on va dire, elle est sur différents niveaux. Un, je m'aperçois que les très bons élèves restent en France. Les très très bons, ils vont dans les meilleurs lycées, meilleures universités, meilleures écoles. Toute la classe en dessous commence à être draguée par les universités étrangères. 2 chiffres que je cite très très souvent. 1000 élèves français étudient en ce moment à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, top 100 mondial de Shanghai. La raison est très simple, un bac, quelle que soit la série pour l'instant, puisque les séries vont s'arrêter, un bac français mention très bien est automatiquement admis à l'EPFL. Et donc, ce sont des étudiants qui ne vont plus en prépa, ce sont des étudiants qui ne vont peut-être plus dans les formations en licence ou à l'université. On va dire ça, c'est plutôt du côté ingénieur. Si je prends dans notre domaine, 500 étudiants à peu près français étudient à HEC Montréal. Programme bilingue, Montréal, ville très sympa, encore accessible, des métiers à la sortie, une voie d'accès vers les États-Unis. Et donc ces étudiants, si notre système d'enseignement supérieur n'est pas performant, ils vont continuer à y aller parce que, ce que je vous disais, les élèves, le bac français pour les bons élèves, ils sont considérés comme de bons étudiants ou élèves par les étrangers parce qu'ils ont un bon niveau de culture générale, une relativement bonne maîtrise de langue étrangère et pour l'instant, un bon niveau de maths. Donc voilà, donc les deux sont pas incompatibles. Attention à ce que dans notre système, on fasse pas attention. Deuxième élément de mon inquiétude, les études ont des coûts. Même si l'université, les coûts sont beaucoup moindres que dans d'autres écoles, et je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que ça prendrait un petit peu de temps. Mais encore une fois, l'éducation a un coût. Nous risquons peut-être de voir arriver de nouveaux acteurs de l'enseignement. Il y a des EdTech, alors je ne citerai pas de nom, et les spécialistes qui sont dans la salle auront tout de suite deviné à quel EdTech donc je pense, qui sont donc des sociétés qui proposent à l'heure actuelle des formations diplômantes tout à distance, à des coûts et à des conditions absolument fabuleuses. Donc si on ne fait pas attention, système français en 2e ou 3e division, et puis également pour la formation professionnelle, parce que la question peut-être qu'à un moment donné va se poser, de se dire, est-ce que je fais des études où je vais vers de la connaissance du diplôme, ou est-ce que je me fais certifier des compétences au fur et à mesure qui m'amènent sur des métiers avec de nouveaux acteurs? Là, le danger est grand. Vous venez de donner un tuyau très important pour l'école de Lausanne, mais on va effectivement résister. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui ont eu le temps de se préparer dans la salle, le temps que le regard s'habitue au flash. Donc une ici, une là. Les micros sont en train de circuler. Ils arrivent, voilà. Merci. Merci, bonjour à tous. Il y a une forme, je pense, de dichotomie ou voire de schizophrénie dans le discours qu'on entend. D'un côté, on veut et on souhaite cette mobilité internationale de nos étudiants, et d'un autre côté, on s'en inquiète par la suite. De ce que vous disiez, 1000 étudiants vont à l'EPFL ou d'autres, je ne sais trop où. Alors soit on a cette volonté de s'ouvrir à l'international, et on le fait aux plus jeunes, et on essaie d'en tirer un bénéfice, comme peut le faire par exemple la Chine avec ses étudiants dans le monde entier, soit on se ferme complètement et on arrête Bologne. Non, il ne s'agit pas d'une schizophrénie, c'est de dire attention, il y a 2 dimensions. Pour moi, la dimension internationale est indispensable dans le cursus de formation. Il est impératif que les étudiants aient à un moment donné une expérience internationale, parce que être immergé au sein d'étudiants étrangers, de voir d'autres systèmes, de parler des langues, d'avoir un choc culturel, ça c'est primordial. Et on va dire c'est là où est la vocation de l'Europe. Et encore une fois, les résultats sont probants. Ça fonctionne très très bien. Mobilité ne veut pas dire diplôme. Et c'est là où il y a peut-être un gap à faire. C'est de l'autre côté, les grandes marques internationales souhaitent avoir les meilleurs étudiants, parce qu'elles savent que les meilleurs étudiants vont leur permettre de progresser, auront les meilleurs emplois à la sortie, les meilleurs salaires, donc elles progresseront en termes de classement, ce qui permettra ensuite d'attirer peut-être plus de financement ou d'avoir une meilleure notoriété. Donc voilà, donc la gestion, elle est là, sur ces 2 éléments. Comment ? Il faut piloter sur ces 2 aspects. Je vous dis, attention à cet aspect. Oui, l'Europe, pour l'instant, dans la mobilité, est une vraie réussite.
Il faudrait prévoir peut-être plus de projets dans la coopération pour aller vers de véritables alliances. Mais encore une fois, les alliances sont compliquées à monter parce que de l'autre côté, il y a des stratégies de marque et des pays qui ne sont pas européens qui ont fait de l'accueil d'étudiants étrangers un véritable investissement. Allez, trois pays, trois exemples. Australie, les étudiants étrangers représentent 5% du PIB, troisième source de revenus à l'export. C'est un véritable business. Singapour qui a décidé de se positionner que sur un segment extrêmement haut de gamme avec les meilleures marques du monde et de se dire dans le micro-État que je suis, en ayant les meilleurs étudiants, ça va permettre de créer les meilleurs projets innovants, la meilleure technologie et ainsi de suite. Troisième pays pour lequel il faut qu'on fasse très très attention, la Chine. La Chine qui progressivement est en train donc d'ouvrir des antennes dans le monde entier, alors avec les instituts Confucius qui permettent d'évangéliser la culture chinoise à l'heure du soft power, mais également avec, si je prends nous notre domaine que je connais bien, les business schools, des business schools donc chinoises qui sont en train donc de s'implanter en Europe. Donc voilà, on est dans ces différents éléments. C'est pour ça qu'il faut à la fois du politique, de l'économique, de la stratégie, et peut-être plus fort notre système d'enseignement supérieur sera, plus nous pourrons être attractifs et plus nous pourrons jouer sur ces deux tableaux. Il y avait une question là-bas ? Tout à fait, elle arrive. Oui, allô, bonjour et merci pour cette magnifique conférence. Vous l'aviez dit dans votre exposé, la force de l'enseignement supérieur doit s'adapter dans son pays. Nous constatons en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, une migration du système de l'enseignement supérieur vers le système LMD. Plus précisément le RESAO, le réseau de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre vision par rapport à cette politique et quel est l'intérêt de ce système LMD qui provoque cette mutation de l'enseignement supérieur en général? Merci. J'ai 3 heures. 10 minutes. Le LMD, pour l'Afrique, même commentaire que pour les pays européens, c'est de favoriser la mobilité. J'ai bien dit mobilité. Deuxième défi pour moi qui est important au niveau de l'enseignement supérieur africain, alors francophone, lusophone, anglophone, mais elle est plutôt francophone, c'est de créer un système qui soit spécifique en africanisant les contenus. Il y a des vraies problématiques africaines. L'objectif n'est pas de disséminer des connaissances que l'on a ici et qui sont inadaptées. Je pense que l'avenir, c'est tout simplement que l'Afrique crée son propre contenu. C'est de développer cette partie recherche très en amont. Et là, je vais plutôt me concentrer sur la partie business school parce que c'est la partie que je connais donc le mieux et dans laquelle je suis très impliqué en étant mentor de business school pour des programmes d'accréditation. C'est de dire, encore une fois, il faut des contenus qui soient adaptés aux réalités africaines, faits par des profs qui connaissent les réalités africaines, avec une exigence de qualité, favorisant la mobilité, parce que je l'ai écrit très souvent dans mon blog, c'est une vraie conviction, et encore une fois, c'est pour ça que je suis mentor de quelques business schools africaines, c'est parce que il y a un rôle économique à jouer. En créant de l'activité économique, on élimine un grand nombre de maux, d'abord la pauvreté, et puis ensuite l'immigration. Mais ça va prendre du temps. Le principal ou les deux défauts de l'enseignement supérieur en Afrique sont, la massification à outrance liée à la démographie et donc des capacités d'accueil qui ne peuvent pas fonctionner. C'est de l'autre côté un système d'enseignement supérieur qui est plutôt encore tourné préparer vers des métiers du public et des grandes entreprises qui n'embauchent plus. Et donc, on se retrouve dans des situations kafkaïennes avec des gens qui sont bien formés, mais qui ne sont pas adaptés aux réalités locales. Et puis malheureusement, d'autres problèmes de corruption, népotisme et autres. On a bien entendu...
j'ai très envie de réagir, c'est pour ça. Allez-y. Je scrute la salle en espérant éventuellement pouvoir placer ma question. Parce que je trouve derrière les deux remarques qu'on vient d'entendre formuler, on a entendu votre réponse qui serait en quelque sorte une mobilité choisie dans laquelle on garde la main notamment sur nos diplômes parce qu'il y a quand même des effets de marque à défendre finalement. Et là, on vient d'entendre aussi une autre tendance qui est le mot massification. Alors moi, ça me fait quand même écho à la situation française dans laquelle, je rappelle, on a quand même un modèle d'enseignement supérieur qui est plutôt universaliste. Et du coup, est-ce que c'est compatible avec ce que vous évoquez? Et en sous-main, il y a deux mots importants qui doivent émerger. C'est la question de la sélection. Il faut qu'on en parle 5 minutes quand même. Et peut-être la question de la mise en visibilité des compétences de nos étudiants. Et peut-être du coup des compétences qu'on offre aux étudiants étrangers. Je vois là deux mots qui sont vraiment l'actualité même de l'enseignement supérieur en France en ce moment et qui, moi, me posent question. Alors, mot MOT ou mot MAUX? On choisit? Alors, le dernier, c'est le mot MOT. Je vais plutôt commencer par là, ça sera plus facile. Le deuxième, sélection, un vaste débat idéologique. C'est vrai que nous allons de plus en plus vers cette logique de passage de connaissance à la compétence. Et de plus en plus, les entreprises vont demander aux étudiants d'avoir des compétences. Ces compétences, c'est une capacité alors, à communiquer, à analyser, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Et derrière, peut-être également avec une réflexion, j'ai vu 2-3 articles depuis 6 mois sur le diplôme n'est plus l'élément important. Alors je me méfie toujours de ces grandes déclarations, parce que souvent les entreprises qui déclarent ça, la première chose qu'elles disent, c'est qu'il n'y a pas le diplôme. Donc, mais quoi qu'il en soit, il y a cette réflexion de dire peut-être que le diplôme n'est plus utile et peut-être qu'on va raisonner par compétences. Et je vais vous... Une anecdote là aussi que je cite très souvent parce qu'elle est révélatrice de ce qui est en train de se passer. 20% de nos étudiants, sur tous nos programmes, on a 50 programmes de formation, donc ce qui permet un panel très vaste, 20% de nos étudiants trouvent du travail ou sont contactés ou embauchés par des entreprises sans qu'ils aient candidaté. C'est-à-dire le top du top. Alors quand je regarde et je tente de comprendre, malheureusement, ce n'est pas lié au directeur, mais c'est lié aux étudiants. Et plus sérieusement, les entreprises me disent, on est en train d'inverser notre modèle de recrutement. Avant, nous publions une offre, alors avant Internet par papier, maintenant sur Internet, et on s'aperçoit que ça devient trop fastidieux. Une entreprise comme L'Oréal reçoit chaque année plusieurs centaines de milliers de CV qui sont ultra travaillés, comme les gens savent qu'ils sont présélectionnés par des robots avec des mots-clés. Ils mettent automatiquement les mots-clés pour que ça se retrouve, mais c'est long à traiter, c'est entièrement stéréotypé. Et puis L'Oréal me dit, moi, par rapport à une offre, ça se trouve, je n'ai pas le bon profil qui va répondre. Donc, il me dit, moi, ce que je préfère, c'est plutôt travailler avec une start-up qui va créer un algorithme en disant, tiens, pour ma fonction de community manager, je souhaite quelqu'un qui soit diplômé de GEM, ayant un double diplôme en République tchèque, parlant polonais, et puis ayant fait tel et tel cours, ayant telle compétence. L'algorithme va aller, alors pour l'instant c'est sur LinkedIn, mais ça sera peut-être après sur d'autres réseaux sociaux ou d'autres outils, va identifier entre 10 à 20 profils. Pour faire simple, on appuie sur le bouton Skype, on appelle l'étudiant en disant « Tiens, votre profil m'intéresse, est-ce que vous souhaitez poursuivre ou pas ?» Si l'étudiant souhaite poursuivre, on revient dans un schéma classique. Autrement, on arrête, mais quoi qu'il en soit, on a raccourci le temps et on est sûr d'avoir la bonne personne. Et donc, de plus en plus, nous allons devoir travailler sur ces compétences. Et ça, je trouve que c'est fascinant, parce que c'est un exercice pédagogique fabuleux de se dire, ok, quand je dis que mes étudiants ont une capacité à analyser de l'information, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça prépare? Comment je l'identifie? Comment je le certifie? Mon inquiétude est qu'avec toutes ces certifications, ça donne naissance à un marché purement privé de la certification où on va revenir à une course à l'échalote en disant « Moi, ma certification, elle est meilleure de meilleure et meilleure. » Donc là, il y a peut-être tout un travail à faire. C'est peut-être la mission ou une des missions qui est donnée à France Compétences, notamment autour de ces blocs de compétences dans les titres et compagnie. Mais de plus en plus, oui, il faudra raisonner en termes de compétences, s'organiser par rapport à ça. Et dans ces compétences, peut-être pour faire le lien avec l'Europe et la question tout à l'heure de la mobilité, peut-être que ça va favoriser une nouvelle forme de coopération. Je m'explique. Grenoble, où j'aime, est une école connue dans l'innovation et la géopolitique. Nos amis lyonnais sont connus pour la partie entrepreneuriat. Nos amis de l'EDEC sont connus pour la partie finance. Peut-être que dans les compétences, on ne cherchera peut-être pas à réinventer chaque fois les éléments. Nous collaborerons
en France ou à l'étranger, avec des établissements pour travailler sur ces compétences et leurs mécanismes de certification. Bon. Mais là, encore une fois, c'est ce que nous évoquions en disant le système français, les grandes écoles et universités, on risque d'avoir un troisième type d'acteurs qui sont des acteurs purement privés numériques, des sortes de plateformes d'Uber. Il y en existe également dans le domaine informatique et des systèmes d'information qui vont venir s'insérer. Et pour nous, c'est compliqué parce qu'ils seront à la fois collègues, alliés, et donc on devra développer des modèles, ce que les stratèges ou les gens les théoriciens de la stratégie appellent la coopétition, où nous serons à la fois en compétition sur certains éléments et en coopération pour d'autres. La sélection. Alors, un peu compliqué pour un directeur d'une grande école qui sélectionne sur concours. J'ai en plus la chance de diriger une école qui est l'une des plus sélectives avec énormément de candidats, donc chaque année. Je crois que nous n'y échapperons pas. Cette sélection, elle peut être également sous forme de qualification. Je trouve aberrant d'envoyer des élèves à l'abattoir, pardonnez-moi l'expression, dans des filières dans lesquelles on sait que la probabilité d'échec est de 100% ou qu'il y a peu de métiers à la sortie. Alors quand je dis à l'abattoir, c'est absolument terrible. On a des étudiants qui ont fait des efforts considérables, qui ont bossé, qui n'ont pas forcément le métier qui correspond à leurs aspirations. Donc, vis-à-vis de la société, c'est quand même pas très, très cool. Dans les taux d'échec pour certaines filières qui est astronomique, derrière, ça signifie qu'il y a un coût. On parle des effectifs bondés ou des auditoriums bondés où les gens sont debout et autres. Peut-être que en réfléchissant autrement, il n'y aurait pas ça et tout le monde s'y retrouverait. Alors, sélection peut être un moyen d'accès. Il y a peut-être d'autres éléments, qui est la qualification également. Et je pense que ce qui manque pour l'instant pour la France, peut-être, mais qui se met en place progressivement, c'est peut-être un échelon intermédiaire important, qui est l'orientation. Et là, par contre, le chantier est titanesque. Beaucoup d'idéologie, beaucoup de méconnaissances, énormément de filières, donc peut-être bien parce qu'il y a une grande diversité. Par contre, encore plus de flou. Et qui arrive à ce que, tout le monde reproche finalement au départ, en disant il y a ceux qui ont les codes, la connaissance qui peuvent y arriver et les autres. 3 minutes pour une ultime question. Oui, bonjour. Je voulais faire référence à un critère dans les classements internationaux, notamment celui du Financial Times, qui prend en compte une importance liée au salaire à la sortie de nos écoles. Et ce classement, ce critère s'est vu augmenter il y a 2 ans. On sait qu'un étudiant qui sort et qui ira travailler en finance aura plus de chances pour avoir un gros salaire que ceux travaillant en marketing. Qui crée son entreprise, qui est le débat récurrent sur la question d'insertion et des salaires, en disant c'est compliqué d'avoir un salaire moyen parce que il y a celui qui est super trader et puis celui qui crée sa boîte. Oui, c'est ça. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que les écoles tentent pas justement à pousser, à orienter leurs étudiants vers des matières comme la finance? Est-ce que ça se ferait pas au détriment de certaines matières plus classiques, comme les langues, notamment le cas GEM, où justement aujourd'hui, sur notre emploi du temps, on se retrouve avec l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, qui sont faits en autonomie aujourd'hui. Donc les étudiants n'ont plus de cours. Officiellement, ça figure sur l'emploi du temps. Mais en réalité, ce concept innovant, selon l'école, l'est pas tellement pour nous étudiants. Et du coup, c'est un concept qui ne marche pas. Est-ce que ça se ferait pas au détriment des matières comme l'anglais et des matières un peu plus classiques? Il y a autre chose. Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu otage de ces classements? C'est une bonne question. Tout à l'heure, j'utilisais l'expression tyrannie des classements. Si je prends le cas de GEM, l'école est connue par les classements aussi, et nous avons des bons niveaux de performance, donc il ne faut pas cracher dans la soupe. Il y a une grande réflexion à l'heure actuelle menée par l'EFMD, qui est une association européenne, une association de business school, et par quelques fondations, pour réfléchir à de nouvelles mesures d'impact ou d'évaluation des écoles. Et donc, l'aspect salaire va venir là-dessus. De toute façon, pour la partie finance, on sait pertinemment que la plupart des métiers vont disparaître et vont se transformer. Donc, de toute façon, ce critère devra être revu et calculé d'une autre manière. Merci beaucoup. Il nous faut conclure. Le temps est écoulé. Encore bravo pour ces échanges et bonne suite de festival. Merci à tous.